Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le LOSC et sur un joueur qui n'en finit plus de monter en puissance depuis le début de cette saison. Et encore, il avait été freiné par une grosse blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant au moins 2 à 3 mois. Voilà, je parle bien évidemment, vous l'avez bien deviné, d'Ocon Haraldsson, qui a encore une fois été élu très logiquement homme du match face à Monaco. Donc on l'attendait justement au tournant sur un très grand rendez-vous dans ce championnat de France. Quoi de mieux que la réception de l'AS Monaco pour le LOSC? C'était vraiment un choc de cette Ligue 1. Et bon, bah voilà, encore une fois, le jeune international islandais a répondu présent. Il a mis 2 buts face à l'AS Monaco. Il a été élu d'ailleurs homme de la semaine, homme du week-end de cette journée de Ligue 1. Donc c'est dire à quel point tous les médias aussi ont vraiment salué sa performance XXL face à l'AS Monaco. Donc voilà, c'est une très bonne chose pour lui, pour le LOSC. C'est un joueur qui, je le dis, n'arrête pas de monter en puissance. Bon, il avait connu des débuts encourageants, même très encourageants et prometteurs, puisqu'il avait quand même mis 2 triplés sur ses 2 premiers matchs amicaux de pré-saison avec le LOSC juste au moment de son arrivée. Peu après son arrivée, pardon. Mais après, c'est vrai que bon, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le concret avec le championnat. Voilà, surtout avec un entraîneur pardon, comme Paulo Fonseca qui est très exigeant, qui est très rigoureux au niveau tactique. Là, on parlait quand même d'un nouveau championnat, un nouvel environnement. C'était pas simple quand même quand tu es jeune comme ça, que tu es loin de ta famille, que tu débarques championnat danois avec de Copenhague. Donc voilà, on connaît la suite. Il avait quand même été très performant déjà sur la deuxième partie de saison lors du dernier exercice où il s'était quasiment imposé comme un élément indispensable du 11 de Fonseca. On sentait déjà sa montée en puissance, c'était très intéressant du côté de Lille. Et là, il l'avait confirmé dès le début de saison là, avec Lille avant sa blessure, où il avait déjà été clairement l'un des meilleurs Lillois, si ce n'est le meilleur, sur les matchs déjà lors des tours préliminaires de Ligue des Champions, tant face à Fenerbahçe que contre le Slavia Prague. Je me souviens, il avait même remplacé d'ailleurs Angel Gomez après sa blessure contre le Slavia Prague, où il était dans un nouveau rôle pour lui, même s'il l'avait déjà connu un peu du côté de Copenhague, en tant que relayeur, vraiment relayeur aux côtés de Benjamin André. Et il avait été incroyable. J'ai même presque envie de dire qu'il avait fait mieux que remplacer Angel Gomez. C'est pour ça, en fait, c'est ça qui est dingue avec ce joueur, c'est que peu importe où on la ligne, déjà, il est très polyvalent. Il est tellement bon techniquement, il sait tenir les ballons, il est tellement juste dans son jeu. Et il a cette intelligence, cette créativité. C'est-à-dire que quand il touche le ballon, on sait qu'il peut se passer quelque chose sur une passe ou sur un décalage qu'il va créer ou même sur un petit dribble comme ça, coup de rein. Il va éliminer, ensuite il va enchaîner avec une course où il va porter le ballon, puis créer quelque chose. Il sait se rendre disponible et souvent au bon moment, au bon endroit. On l'a encore vu là par exemple sur les 2 buts contre Monaco où il est très opportuniste justement et où il est toujours placé au bon endroit. Vous regardez ses 2 buts, c'est clairement ça. Il était là au bon endroit, il a fait les bons choix. C'est incroyable. Donc voilà, c'est un joueur qui a énormément progressé. C'est un joueur qui sait marquer et faire marquer. En plus, ça aussi, c'est tellement important. Enfin, je pense que c'est le profil vraiment que, allez, 99,9% des entraîneurs de la planète football rêvent d'avoir dans leur effectif. Un mec qui est à l'écoute, qui peut progresser, que tu peux mettre n'importe où sur le terrain, je veux dire, et tu sais qu'il répondra présent et qu'il te rendra une belle copie. Ce qui est fort avec lui, c'est que non seulement il est bon en Ligue 1, mais aussi sur la scène européenne. Déjà, il est très bon, là on le voit en Champions League. Sur son retour, il avait été bon aussi contre Sturm Graz. Il marque le but victorieux, un but décisif. À Anfield, faut pas oublier aussi un match très compliqué pour Lille face à ce qui se fait sûrement de mieux en Europe à l'heure actuelle. Finalement, il avait été impressionnant. On voyait qu'il avait clairement franchi un cap sur ce genre de match. Tu te dis, ouais, dans un tel rendez-vous, être autant discipliné tactiquement, rigoureux techniquement et plein de culot aussi, parce qu'il a osé pendant ce match. Franchement, bravo quoi. Et puis contre Feyenoord, pareil, son entrée en jeu, elle est remarquable. Faut pas oublier aussi qu'avec sa sélection, il a pris énormément d'importance. Je veux dire, même s'il a que 20 ou 21 ans, je crois. 21, je crois d'ailleurs. Voilà, je me souviens d'une victoire de prestige de l'Islande en Angleterre, je crois, en Ligue des Nations, la saison dernière ou match amical, je sais plus, où il avait même été passeur décisif, je crois, sur l'unique but de l'Islande. Il avait été faire un gros match aussi à ce moment-là. Donc c'est-à-dire que tant avec sa sélection nationale qu'en club, que ce soit en Ligue 1, en championnat ou sur la scène européenne, et qui plus est dans la plus belle et prestigieuse des compétitions qu'est la Ligue des Champions, il sait répondre présent. Et ça, c'est quand même fort, quoi. Je veux dire, vous savez qu'il est jeune quand même. Enfin, je disais, son transfert en tout et pour tout, il a rapporté 14 millions d'euros à Copenhague pour le moment. Il y a encore 1 ou 2 millions qui traînent là pour des bonus. Donc, bon, encore une fois, comme Olivier Létang le dit à chaque fois, si tu dois les payer, c'est bonus à venir. C'est pas plus mal, c'est que ça tourne dans le bon sens tant pour le joueur que pour le club. Et là, on peut dire que ça matche parfaitement bien pour le LOSC et Håkon Haraldsson, tant sur un plan collectif qu'individuel. Donc voilà, s'il faut les payer, c'est bon signe. C'est un joueur, je pense, sur lequel Lille pourra faire aussi une belle plus-value à l'avenir. Plus, ce qui est cool avec lui, c'est que là, à Lille, c'est ce que je disais depuis l'arrivée d'Olivier Létang à Lille,
ça a amené beaucoup plus de cohérence aussi et de continuité, surtout dans le projet. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des choses qu'on n'avait pas forcément connues du côté de Lille, même quand ça tournait plutôt bien. Là, Lille arrive à retenir ses joueurs, ils sont capables de dire non, ils n'ont pas peur. C'est-à-dire que là, je pense que Haraldsson, en gros, l'idée, c'est de le garder jusqu'à sa dernière année de contrat, donc il restera encore 1 ou 2 ans à Lille, à mon avis, et ensuite, ils seront de faire une belle plus-value. Et en plus, ce qui est cool, c'est que quand tu gardes un joueur aussi performant si longtemps, tu amortis déjà le prix de son transfert. Ça, faut pas l'oublier, hein. Je vois qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, Jonathan David, c'est n'importe quoi. Angel Gomez aussi. Bon, Angel Gomez, déjà, il est arrivé libre à Lille. Et Jonathan David, son transfert, je pense qu'il a, il a bien été amorti quand on voit tout ce qu'il a. Enfin, le nombre de buts qu'il a inscrits chaque saison depuis son arrivée à Lille. Et puis le fait que Lille ait quand même participé et déjà remporté un titre et aussi participé à 2 huitièmes au minima, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein. Donc, je pense que Lille a ses chances quand même face au Borussia Dortmund, même s'ils ne seront pas favoris, loin de là. Mais Lille a quand même fait déjà 2 huitièmes de finale de Ligue des Champions dans sa campagne. Et on sait à quel point Jonathan David a été précieux lors de ces 2 campagnes, où il avait scoré pas mal de fois déjà lors de la première, où Lille était tombé en huitième contre Chelsea. Et là, regardez, il a déjà inscrit, je crois, 4 buts, 5 buts, je ne sais plus, dans cette édition de Ligue des Champions, bon, avec un nouveau format, certes, hein. Donc il y avait déjà plus de matchs, hein. Déjà avec ce mini-championnat, il y avait 8 rencontres. Mais quand même, quoi. Donc, c'est un joueur qui a, pour moi, enfin, je pense que le LOSC peut être tranquille là-dessus. Ils ont fait mieux qu'amortir déjà le prix de son transfert. Enfin, en tout cas, ils l'ont amorti, quoi. Il n'y a pas de souci, il peut partir libre pour service rendu, quoi. Clairement, il y a pas de problème, quoi. Enfin, moi, j'en vois aucun, en tout cas. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est dommage, on aurait pu faire une plus-value. Ça va, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, puis tu le remplaces par qui après Jonathan David, quoi. C'est ça aussi, hein. Je veux dire, c'est bien beau de perdre un attaquant, de récupérer peut-être 20, 30, 40 millions, j'en sais rien, à 1 an de la fin de son contrat, si on l'avait vendu l'été dernier, mais derrière, tu prends qui? Voilà, je pense qu'un Haraldsson, c'est cool, c'est qu'on sait qu'on va le récupérer, on va le garder encore pour 1 ou 2 saisons, et ça va être quand même hyper important, parce que c'est un joueur, je pense, ça va être le leader technique de l'équipe, c'est quelqu'un qui peut donner le bon tempo à chaque fois qu'il joue, et je pense qu'avec un Bruno Genesio, qui je l'espère sera encore l'entraîneur de Lille la saison prochaine, et je vois pas pourquoi il ne le serait plus, je pense que même lui, il est ravi de savoir qu'il devrait compter, il pourrait compter justement sur Ocon Haraldsson la saison prochaine. Donc voilà, c'est une chance pour Lille. Après, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, bon, Lille avait déjà prévu de faire un gros investissement pour un joueur dans ce registre-là, un joueur créatif, polyvalent, qui peut amener justement quelque chose, un plus dans l'animation offensive et qui va être justement dans le cœur du jeu, mais polyvalent. Et à l'époque, c'était Ludovic Blas, hein, qui avait été ciblé. Hein, je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez, hein. Son transfert était quasiment acté, le joueur avait donné son accord au LOSC. Finalement, ça s'était pas fait. On parlait de 17-18 millions d'euros quand même. Là, Haraldsson, on est quand même un chouïa en dessous. Et on parle d'un joueur qui a quand même 4 ou 5 ans de moins, je crois, même 6 ans peut-être de moins que Ludovic Blas, qui a 27 ans aujourd'hui. Haraldsson, je ne sais plus s'il a 21, 22, je regarderai. Mais voilà, en termes de. Enfin, sur l'avenir, si tu veux faire une plus-value ou autre, c'est quand même plus facile sur un joueur de l'âge de Haraldsson par rapport à Ludovic Blas. Ludovic Blas à Lille, je pense que c'était le profil idéal, même avec Fonseca, ça j'en doute même pas. Mais voilà, là on voit qu'Haraldsson, au final, c'est un cran au-dessus de Ludovic Blas, hein, sans manquer de respect à Ludo Blas, bien évidemment. Plus polyvalent que Ludovic Blas, pourtant ça, il faut le faire. Et puis, ce qui est cool, c'est que Ludovic Blas, il ne faut pas oublier qu'à la base, c'était pour être dans le cœur du jeu, être pourquoi pas au poste de relayeur, un peu comme Angel Gomez, hein. Finalement, c'est Angel Gomez, hein, qui a occupé ce poste-là avec brio suite au non-transfert de Ludovic Blas, être numéro 10, pouvoir être mieux relayeur avec cette facilité justement par la passe à se projeter vers l'avant ou par la course aussi. Et puis après, l'avantage, c'était aussi de venir sur le poste d'ailier droit pour Ludovic Blas avant l'arrivée d'Ounas. Et c'est là où justement Fonseca n'était pas très très fan justement des Don Zegrova, quoi. Il lui reprochait de faire systématiquement les mêmes dribbles, pas beaucoup de variations dans son jeu offensif, c'est-à-dire que c'était toujours piqué dans l'axe avec son pied gauche, essayer de frapper de loin, sa spéciale, là, l'enroulé, et puis au niveau de ses dribbles, on sait que c'était un peu toujours la même chose. Et puis pas beaucoup d'implication dans les replis défensifs et pas de coffre, c'est-à-dire qu'on lui demandait beaucoup d'efforts pour revenir défendre et aussi d'être présent dans la zone de vérité quand il y avait des transitions rapides ou des contre-attaques. C'est-à-dire quand le ballon venait de la gauche, on attendait de lui d'être déjà dans la surface, prêt à être là dans la zone de vérité. Et il avait beaucoup de mal à répéter ces efforts-là. Du coup, il n'y arrivait pas aux entraînements. Et c'est pour ça que c'est Omnas qui avait été recruté en fin de mercato, parce qu'il ne voyait pas en Zegrova un titulaire dans l'absolu, Fonseca. Donc voilà, ça a bien changé par la suite, parce que Zegrova, vous avez tous vu le joueur qu'il est devenu. Bon, là, il est blessé, c'est dommage, mais c'est devenu l'un des meilleurs dribbleurs en Europe, clairement. Donc c'est un joueur qui est fantastique, un joueur qui partira en fin de saison, puisqu'il a annoncé lui-même il ne prolongera pas, et ça se comprend, et puis il sera 1 an à la fin de son contrat, donc voilà.
Mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'à la différence de Zegrova, on sait qu'on a quand même de la ressource aussi pour l'aile droite, hein, du côté de Lille. Et Haraldsson, lui, ce qui est cool, c'est qu'il est quand même plus à l'aise sur l'aile gauche que sur l'aile droite, hein. Même si on a vu qu'il pouvait jouer côté droit, on l'a vu à Rennes notamment. Encore une fois, très intelligent. C'est-à-dire que quand le jeu est côté gauche, on lui demande de resserrer dans l'axe, rôle de numéro 10, électron libre, pour laisser aussi côté opposé le flanc droit, le côté droit, justement, l'aile droite à Thomas Meunier. Et à l'inverse, quand Lille avait le ballon côté droit, bah, il pouvait combiner justement dans les petits espaces avec Thomas Meunier, puis repiquer dans l'axe. Enfin voilà, c'est un joueur qui est tellement intelligent et tellement bon et doué techniquement, qui est juste dans son jeu et qui sait tenir les ballons, que pour lui c'est très facile justement de s'adapter, peu importe le poste auquel Bruno Genesio souhaitera l'utiliser. Donc voilà, au final j'ai presque envie de dire que c'est un mal pour un bien en fait que Lille ait attendu 1 an pour avoir un joueur comme Ocon Haraldsson plutôt que d'avoir eu justement Ludovic Blas sans lui manquer de respect. Encore une fois, moi j'aurais été ravi de l'avoir à Lille et je pense qu'il y a plus d'un supporter lillois qui dirait la même chose, mais je veux dire, s'il y avait eu ce transfert de Ludo Blas, je pense que ça aurait été plus compliqué pour lui justement de faire Ocon Haraldsson 1 an après. Et bon, bah, quand on voit le résultat, on peut que se féliciter de voir que le LOSC tient dans ses rangs un joueur aussi complet, prometteur et incroyable que Ocon Haraldsson.